OK, ça dit que je suis en train de record. Super, donc on est enregistré à partir de ce moment. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez retirer votre accord là, pour qu'on vous filme. Donc, bienvenue à tous. Je suis bien contente d'être avec vous ce matin. On a quand même un gros thème. Le dernier atelier, le premier en fait, c'était la gestion du stress, qui est un gros thème aussi. Mais là, on a un autre thème qui est la séparation et en lien avec le bien-être psychologique. Donc, on va notamment parler de ça. Donc, un peu pour se présenter, peut-être que vous connaissez plus Samantha que moi, ceux qui étaient présents au dernier atelier. Donc, moi, c'est Gabrielle, je suis stagiaire en psychoéducation. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal et présentement, je suis à la maîtrise, à ma dernière année pour être psychoéducatrice. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi une psychoéducatrice ou il y en a qui ne le savent pas nécessairement? Si vous le savez pas. Oui. Je vais peut-être expliquer mon rôle un peu. Dans le fond, les psychoéducateurs, nous, on est amenés à travailler avec le développement des capacités d'adaptation. Donc, vraiment travailler dans le milieu aussi de la personne. C'est vraiment une discipline qui a été créée au Québec. Donc, parfois, ça peut... tout le monde ne sait pas toujours c'est quoi. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Samantha. Mais c'est ça, c'est sûr que la psychoéducation, c'est plus connu. Donc, quand je rencontre des parents, beaucoup de parents vont me dire c'est quoi la psychoéducation, puis c'est un peu à force de rencontrer la personne que le parent commence à comprendre. Mais comme Gabrielle a dit, c'est une profession qui est peu connue, mais c'est une profession qui gagne à être connue auprès de tous. Oui, effectivement. Donc, voilà un peu pour mes études. Sinon, je fais des répits à domicile où que je vais, dans le cadre de mon travail, là, je vais à la maison des parents pour qu'ils puissent se reposer. Puis, je fais des activités avec les jeunes. Donc, je travaille avec les 0-17 ans. Sinon, avec My Lumen, où que je fais mon stage, je co-anime les ateliers espace parents pour un peu voir en contexte d'immigration au Québec, c'est quoi le rôle un peu du parent, puis de se mettre à la perspective de l'enfant aussi. Sinon, on a d'autres projets aussi, des suivis individuels au CARI. Peut-être qu'il y en a qui connaissent cet organisme qui travaille aussi en contexte d'immigration. Donc, voilà, je te laisse te présenter, Samantha. Ça sera pas... Ouais. Voilà. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, chers parents, on a une nouvelle personne. Donc, bienvenue à vous, Monsieur Léonard, si je ne me trompe pas. Oui, Léonard. Et donc, moi, c'est ça peut-être que vous m'aviez vu il y a quelques semaines parce que j'ai donné un atelier sur la gestion du stress en présentiel. Il y avait plusieurs parents qui étaient présents. Donc, moi, j'ai une formation en psychoéducation. Donc, j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal et je suis donc psychoéducatrice depuis quelques temps. Présentement, je travaille à My Human. C'est une clinique psychosociale qui nous permet d'accompagner des parents, des enfants. Donc, moi, j'interviens auprès des familles, auprès des enfants, auprès des adolescents qui ont différentes problématiques. J'anime aussi beaucoup d'ateliers comme celui-ci pour BAI. J'ai beaucoup animé d'ateliers dans des écoles, dans plusieurs autres organismes, sur encore différentes problématiques. J'ai aussi co-animé des ateliers au CARI qui s'adresse aux familles immigrantes. Donc, on traitait beaucoup des sujets qui sont vraiment liés à l'immigration, comment mieux encadrer son enfant au contexte québécois, comment mieux, mieux s'adapter aussi à la nouvelle réalité. Donc, c'est un peu en gros ce que j'ai pu réaliser à My Human. On va passer à la prochaine. Rapidement, My Lumen, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on collabore avec BAI. Donc, My Lumen, c'est une clinique, comme je l'avais dit, une clinique psychosociale. Donc, nous, on intervient auprès des familles, auprès des individus, auprès des organismes comme BAI. On intervient aussi dans les écoles, dans les entreprises. Et on a quand même une grande équipe qui nous permet d'offrir nos services d'accompagnement à plusieurs parents. Donc, on a des psychoéducateurs, on a des psychologues, des travailleurs sociaux
les éducateurs spécialisés et les psychothérapeutes. Donc, voilà. Donc, ça fait la présentation de la clinique. Donc, on va vous présenter un peu là, ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, on a envie d'apprendre à vous connaître un petit peu plus, savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Sinon, on va parler un peu du drame familial là, qui s'est passé à Gatineau. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais de toute façon, on va revoir l'article un peu là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est en lien notamment avec la séparation. Donc, ça va faire un peu d'écho avec notre sujet d'aujourd'hui. Ensuite, on va voir les conséquences et les enjeux reliés à la séparation. Donc, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qui peut survenir dans ces moments-là. Et on a un petit volet aussi sur la pandémie de COVID-19. Quelles ont été les conséquences que ça a eu sur le couple en passant peut-être plus de temps ensemble? Qu'est-ce que ça a pu amener comme impact? On va voir les étapes du deuil aussi, parce que pour certains, ça peut être un certain deuil de se séparer, de plus avoir peut-être la famille idéale à laquelle on avait imaginé. Finalement, on va voir aussi, on a un volet enfant pour prendre conscience, c'est quoi que ça peut faire vivre aux enfants, cette séparation-là. Puis, on veut vous outiller aussi, donc comment s'auto-soigner un peu là, à propos de sa santé mentale, comment minimiser un peu là, les conséquences que ça peut avoir sur nous, la séparation. Puis finalement aussi, si pour accompagner vos proches qui se séparent, on va donner des petites pistes, des petites astuces là-dessus. Donc, on va briser la glace. On a envie de vous connaître, comme que j'ai dit un peu plus tôt. Donc, on a des petites questions. Quel est votre nom? Combien ça fait d'années que vous êtes au pays? Est-ce que ça fait longtemps ou non? Si vous avez des enfants, combien que vous en avez? Et quel est leur âge respectif. Puis finalement, vos besoins. Quand on parle de besoins, ça peut être des idées de thèmes pour les prochains ateliers, si vous en avez en lien avec le contexte d'immigration, si vous avez des besoins en particulier par rapport à certains thèmes, des astuces que vous aimeriez avoir. Donc, on vous écoute maintenant. Vous pouvez vous présenter. On va... Je vais me jeter à l'eau la première. Bonjour à Oui. tous, je suis Françoise Nemono-Barga. Ça fait exactement 20 ans que je suis arrivée au Québec. J'ai 2 enfants ici, Océane, 24 ans, et puis Clark, 22 ans. Je n'ai pas vraiment de besoin en tant que tel. J'observe la société québécoise et puis je donne des conseils en fonction de ce que moi-même j'ai vécu et ce que je vis en ce moment avec mes propres enfants. Voilà. Okay. Merci. Super. Merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup. Donc, une deuxième personne qui se jette à l'eau. Je pense qu'on a Henriette qui nous écrit. OK, donc Henriette a 3 fils, un de 20 ans, un de 16 ans, bientôt 15 ans. On a Rosine qui est présente. Oui, bonjour, je peux me jeter? Oui, bonjour Léonard, oui. Oui, bonjour, c'est Léonard Afano. Je viens d'avoir le lien. Je ne l'avais pas prévu avant. Donc, mais c'est quand même intéressant, donc je l'ai ouvert. Je suis au Québec depuis 21 ans. Et je suis père de 3 filles, 24 ans, 16 ans et 12 ans. Et je vis une période de séparation ou de divorce depuis 5 ans. Donc, ça m'intéresse de vous écouter et de participer. Merci. C'est bon, merci beaucoup pour le partage. Merci, Léonard. On a un autre commentaire. Ah oui, Henriette dit qu'elle est au Québec depuis 16 ans. Okay. Super, merci beaucoup, Henriette. Donc, d'autres personnes. Si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise de parler, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, si vous voulez.
On aurait d'autres parents qui voudraient se présenter. Gilbert, Ephrem. OK. Donc, nous, on peut se présenter. Ben, on s'est présenté, là, mais on pourrait aussi répondre aux questions. Je te laisse y aller, Gabrielle. Oui. Ouais, on répond aux questions, dans le fond, qui sont écrites, là, comme tu dis. Oui, comme pour, ouais. Donc, c'est ça, moi, c'est Gabrielle Bélanger. Ben moi, ça fait vraiment plusieurs années que je suis au pays parce que je suis québécoise, donc je trouve ça vraiment intéressant de voir, de venir à votre rencontre aujourd'hui, voir comment ça se passe pour vous, l'immigration, les enjeux, puis de m'ouvrir vraiment à tout ça. Je n'ai pas d'enfant présentement, peut-être à venir dans les prochaines années. Si j'avais des besoins, ben, c'est un peu d'apprendre à vous connaître, de voir votre réalité un peu. Là. J'aimerais faire preuve d'ouverture d'esprit. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur vous et votre vécu. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Gabrielle. On a Ephrem, père de famille, une fille de 17 ans et ils sont ici depuis 17 ans. Excusez-moi, depuis 9 ans. Donc, merci beaucoup, Ephrem. On a quand même beaucoup d'ados, c'est intéressant. Oui, hein, quand même. Ados et jeunes adultes. Oui, effectivement. Donc, moi, je m'appelle Samantha Gabi. Je suis née ici, mais je suis d'origine haïtienne. Donc, mes deux parents viennent d'Haïti. Je n'ai pas d'enfant aussi présentement, mais je souhaite éventuellement en avoir. Mes besoins pour l'atelier, mais c'est vraiment que vous vous sentiez à l'aise durant cet atelier-là et dans les ateliers à venir. Donc, notre but, c'est vraiment que ce soit un espace pour vous. Donc, il va y avoir quand même un peu de théorie, mais notre but, c'est vraiment de vous amener à exprimer ce que vous ressentez, à partager vos expériences avec nous. Donc, voilà. Super. Donc, si jamais vous voulez vous présenter un peu plus tard, puis vous n'êtes pas à l'aise de parler, faites-le dans le clavardage, si jamais. Parfait, on va changer de diapo. Donc, ceci nous amène à parler d'un sujet un peu délicat, donc le drame à Gatineau. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant du drame à Gatineau, juste pour savoir si vous étiez déjà au courant. Donc, pour ceux qui ne le sont pas, ben, c'est un drame qui est survenu il y a quelques jours, semaines. Donc, qu'est-ce qui est arrivé justement? C'est un père qui aurait enlevé la vie à ses deux jeunes filles et par la suite se serait aussi enlevé la vie suite à un processus. Dans le fond, en fait, le père et la mère étaient en processus de divorce. Ils avaient la guerre des enfants. Il est survenu plusieurs conflits au sein du couple. Il est arrivé aussi que l'homme aurait posé la main sur la femme et la femme aurait été à l'hôpital et à un moment donné, l'homme se serait retrouvé probablement avec les enfants et aurait commis malheureusement l'irréparable. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup touchés en tant qu'intervenant, mais en tant que personne aussi. Et on est convaincu que vous aussi, en tant que parents, ça a dû vous toucher parce que c'est pas non plus facile d'entendre des événements comme celle-ci. Donc, c'était des parents qui étaient ensemble, ils ont essayé de se séparer et puis il y a eu cet événement-là tragique, malheureusement, qui est arrivé. Donc, on voulait quand même en parler parce que c'est quand même en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et voilà, donc nous, on aimerait bien vous entendre, de savoir comment, est-ce que vous êtes au courant du drame, qu'est-ce que ça vous a fait vivre comme émotion. Ouais. Donc, c'est vraiment un moment pour ventiler parce que peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité d'en parler avec des proches, avec la famille. Donc, on aimerait bien vous entendre. Donc, ça peut vraiment être libre de ce que vous voulez dire par rapport à ce sujet. On vous laisse la parole quand vous le souhaitez.
est-ce que c'est un sujet d'actualité que vous avez déjà entendu ou est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez, ce drame-là qui est survenu? Est-ce qu'on m'entend? Tu m'entends? OK. Françoise, je vais dire 2, 3 mots. Oui. Je voudrais simplement dire que oui, j'ai entendu parler de ce drame et ça me ramène au fait que les relations humaines sont compliquées et les relations de couple encore plus parce que je pense que l'investissement qu'on y met fait que quand la séparation arrive ou quand on est obligé de se séparer pour quelque raison que ce soit, c'est extrêmement difficile et chacun le vit à sa manière. Euh, Cela veut dire que un père peut s'estimer lésé dans le sens où les enfants sont confiés à la maman pour diverses raisons déterminées par les juges et les intervenants. Mais la maman peut aussi se sentir lésée dans le sens où elle estime avoir vécu des choses très difficiles et ne comprend même pas qu'on puisse penser à éventuellement confier l'enfant au conjoint dont elle estime qu'il n'est pas bon pour elle. Sauf que, comme je dis toujours à mes amis et aux gens avec qui je parle de ce sujet-là, le parent reste le parent. L'enfant ne verra jamais son parent comme un potentiel danger. Et il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc, les batailles d'adultes qui peuvent être compréhensibles, ne doivent jamais être ce qui guide les décisions qu'on prend quand on a une séparation, parce que, les enfants se sentent déjà assez coupables. 2, ce n'est jamais leur faute. Ce n'est jamais la faute des enfants. Ce sont les adultes qui prennent des décisions qui ne sont pas nécessairement bonnes pour les enfants. Mais les drames comme celui de Gatineau arrivent parce que le papa peut se sentir lésé ou pour lui, c'est sa manière d'en finir avec cette histoire. On en a pour preuve qu'il décide de s'enlever la vie. Donc, pour lui, s'il n'a plus cette famille, ça veut dire que pour lui, tout est terminé. Et si tout est terminé, ça veut dire, ben, je ne dois plus être là. Il y en a qui diront que c'est une manière d'échapper à la justice, mais moi, je pense que c'est surtout une profonde douleur de se rendre compte qu'on ne peut plus récupérer quoi que ce soit. Alors, on se dit, ben, tant qu'à faire, je disparais. Donc, c'est un peu ça, mon avis sur ce sujet. Oui, mais merci beaucoup pour votre partage, alors, Françoise. Vous êtes vraiment empathique. Là. On voit que vous prenez la perspective de l'homme aussi. Je trouve que c'est vraiment important là, dans notre réalité, puis surtout en lien avec ce drame-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres parents qui aimeraient partager leurs émotions, leurs réactions? On a Henriette qui nous dit dans le chat « triste, très, très, très triste ». Oui, en effet, Henriette, c'est un événement très douloureux qui est survenu. Un de trop. On aimerait bien que ça n'arrive plus, mais c'était un de trop, malheureusement, oui. Est-ce que tu vois d'autres personnes qui aimeraient parler, Gabrielle? Moi, je n'en vois pas. OK. OK, mais c'est correct. Donc, on va continuer. Puis, si jamais vous voulez ajouter quoi que ce soit, ben, vous nous le direz. OK? Oui. Parfait. OK. Donc, on va poursuivre. Donc, oui, là, on parle de la séparation, mais finalement, ce n'est pas juste une séparation. Donc, oui, on a la séparation du couple. Donc, on prend le conjoint et la conjointe qui vivent ensemble, ils sont ensemble, ils vivent leur vie et boum, on a une séparation. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, ce qui fait en sorte qu'on doit s'adapter à une nouvelle vie. Donc, peut-être que dans le couple, il y a peut-être une possibilité que l'homme ou la femme ait à déménager dans une nouvelle maison et puis le conjoint et la conjointe également. Donc, c'est s'adapter à une nouvelle vie et peut-être aussi possiblement de ne pas pouvoir voir ses enfants régulièrement. Parce que quand vous habitez ensemble, vous les voyez souvent, en fait, en tout temps. Mais là, peut-être ce qui arrive, c'est qu'étant donné que vous déménagez, vous avez peut-être quelques jours à passer avec votre enfant et votre conjointe également.
C'est aussi de s'adapter à sa nouvelle vie parce que, étant donné que vous êtes en processus de séparation, de divorce, bien, vous devez continuer à y travailler. Donc, c'est aussi s'adapter à la réalité, s'adapter au fait que vous devez continuer à aller travailler, continuer à essayer de rester en quelque sorte fort malgré les circonstances, qui est un petit peu plus difficile à ce moment-là. On va passer à la prochaine. Et c'est ça, la pierre angulaire, c'est le processus de judiciarisation. Donc, on sait à quel point, excusez-moi, oui, on sait à quel point le processus peut être très, très compliqué parce que quand on est en processus de divorce, il y a la paperasse, il y a les convocations à la cour, à la justice et aussi, on s'entend que le système de justice est assez complexe. Donc, pour un parent qui n'a jamais fait face à la justice, ça peut devenir très, très, très complexe pour les deux individus dans le couple. Donc, voilà. Et ça fait en sorte aussi que quand vous êtes convoqué à la cour, vous ne pouvez pas non plus vous présenter. Donc, vous êtes obligé de vous présenter. Donc, on n'y pense pas, mais ça amène quand même à vous absenter au travail. Donc, de dire à votre emploi, ben, de prendre des congés parce qu'au début, qu'est-ce qui arrive? Vous allez sûrement prendre vos congés. Ensuite, vous allez sûrement prendre vos congés de vacances parce que malheureusement, quand on fait face à la cour, face à un divorce, il faut se présenter plusieurs fois. Donc, ça demande de s'absenter de plus en plus souvent. Donc, à un moment donné, il vous reste peut-être plus de banque de vacances. Et là, vous vous retrouvez devant votre employeur qui vous dit, ben, madame ou monsieur, ça fait beaucoup de fois que vous absentez. Est-ce qu'on pourrait connaître la raison? Mais là, vous êtes en train de vous séparer. À la base, c'est difficile. Mais là, il y a aussi le jugement des autres. Est-ce que vous avez envie que votre employeur sache que vous êtes en processus de divorce? Pas nécessairement. Donc, ça devient un petit peu plus délicat à ce moment-là. Passer à la prochaine. Et là, on parle d'enjeux financiers. Donc, malheureusement, quand on est en processus de divorce, il faut avoir recours à un avocat. Et on sait qu'un avocat, c'est très, très, très coûteux. Donc, pour chaque visite que vous allez avoir avec cet avocat-là, il va vous charger. Pour chaque courriel que vous allez envoyer, il va vous charger. Donc, la facture peut augmenter très, très, très rapidement. Et aussi, le fait que vous absentez beaucoup au travail, bien, ça peut faire en sorte que au niveau du travail, ben, les heures rentrent un peu moins. Donc, au niveau financier, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, vous voyez à quel point, si on découpe chaque élément, on peut voir que c'est pas qu'une séparation, c'est plus que ça. Puis justement, avec une séparation, découle de plusieurs autres facteurs qui viennent justement affecter éventuellement, malheureusement, le bien-être psychologique des parents. Et la responsabilité parentale, donc tantôt Françoise nous parlait des enfants, oui, les parents aussi des fois en fait, de façon générale, quand les parents se retrouvent dans une séparation, ils sont tellement dans leur bulle, dans la séparation et c'est normal, mais à un moment donné, il faut faire face à la réalité. Vous êtes, oui, en séparation, mais vous avez encore vos enfants avec vous. Donc, c'est de penser en plus de ma séparation. Genre, si je pense à vous qui avez des adolescents, malgré qu'ils sont adolescents, c'est quand même de penser à subvenir à leurs besoins, de continuer à aller au travail, de les amener à l'école. Donc, tout ça, ça peut devenir très, très lourd pour vous parce qu'en soi, la séparation est difficile. Mais là, en plus, vous devez aussi assumer vos responsabilités parentales malgré tout. Donc, imaginez-vous, ça fait beaucoup, beaucoup encaisser pour vous en tant que parent. Passer à l'autre. Et éventuellement, ben, juste la séparation en soi va vous générer du stress, mais tous les facteurs que j'ai nommés précédemment vont faire en sorte que vous allez vivre beaucoup, beaucoup de stress. Donc, en résumé, tous ces facteurs-là, en fait, tout simplement pour dire qu'une séparation n'est pas juste une séparation en soi, il va y avoir plein d'autres facteurs qui vont découler. Donc, c'est pour ces raisons-là que des fois, vous allez vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que vous êtes amené à vivre toutes sortes d'événements en même temps. Et voilà. Donc, pour se dire... Non, attends. Je vais juste revenir à l'autre. Donc,
Avant de passer à l'autre diapositive, je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez mettre des commentaires par rapport à ces diapos avant qu'on passe à la prochaine. Est-ce que vous êtes étonné de savoir tous les facteurs qui s'entrecoupent? Je pense qu'il y a quelqu'un qui parle. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui aimerait parler? Ah, je crois qu'il a coupé son micro. Ah, OK. On a M. Christian qui nous a rejoint. Bonjour, M. Christian. Bonjour, Christian. Ah oui, Françoise a levé sa main. On vous écoute. Oh, je voudrais simplement corroborer ce que dit Madame Gabi. Malgré la séparation, la vie continue pour les Exactement. enfants. Donc, il faut être présent, il faut faire ce qu'on a à faire par rapport à eux. Et effectivement, tout ce que vous évoquez comme conséquences ou comme choses reliées à la séparation sont présentes parce que effectivement, quand on regarde, par exemple, des enjeux financiers, il y a des gens pour qui le fait de se séparer veut dire perdre du revenu dans le sens où euh, euh, quand vous êtes deux, vous faites plus facilement face aux dépenses. Ouais. Quand on est tout seul, ça veut dire, par exemple, que la maison dans laquelle vous habitiez, vous êtes obligé de la vendre parce que aucun des deux parents ne peut racheter la part de l'autre. Ça, c'est un traumatisme pour les enfants, mais c'est aussi un traumatisme pour les gens qui se séparent. L'absentéisme au travail aussi, parce que, comme vous dites, on n'a pas nécessairement envie que les gens à notre travail sachent ce qui se passe dans notre vie privée. Donc, effectivement, ça génère beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et beaucoup d'incertitude, déjà pour les gens qui se séparent, mais également pour les enfants qui voient leurs parents stressés et angoissés, même si les enfants ne savent pas comment l'exprimer, surtout quand ils sont très jeunes, ils le vivent. Ils le vivent très difficilement aussi. Donc, voilà. Effectivement, merci beaucoup pour votre partage, Françoise. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui veulent partager? Oui, comme là, Françoise nous a parlé des enfants, on va aussi en reparler plus tard. Donc là, on met vraiment l'accent sur le couple, mais effectivement, les enfants doivent encaisser aussi tout ce stress. Donc oui, les parents vivent du stress, mais les enfants également. Et malgré que vous ne pas le remarquer, les enfants en vivent aussi. OK, on va passer à la prochaine s'il n'y a pas d'autres questions. Si jamais vous avez d'autres commentaires, questions, n'hésitez pas, chers parents. OK, c'est bon. Donc, considérant tous ces facteurs, donc tous les facteurs qu'on a nommés, l'absentéisme, les enjeux financiers, la séparation, est-ce que vous pensez que c'est possible de garder un équilibre malgré tout? Donc, imaginez-vous, vous êtes peut-être, vous vous dites, bon, moi, je suis une personne forte de nature. Est-ce que parmi tous ces facteurs-là, je serai capable de garder un équilibre ou finalement, c'est impossible au final de garder un équilibre malgré tout? Donc, on aimerait bien vous entendre. On a quand même beaucoup de parents qui nous ont rejoints. Donc, on aimerait bien vous entendre également. Oui, on a Madame Françoise qui a levé la main. Je pense qu'il est possible de garder un certain équilibre quand on pense aux enfants. Parce que malheureusement, quand il y a des enfants, il faut penser à eux en premier. Je reviens à ce que je disais au début. Il faut penser aux enfants en premier. Oui, ça fait mal. Oui, c'est désagréable. Oui, ça crée des rancœurs. Ça fait penser à des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites ou qu'on aurait dû faire. Mais je pense que tant qu'on considère que les enfants sont ceux qu'il faut le plus préserver, on peut garder l'équilibre. Mais si on aborde la séparation dans l'objectif de se venger ou d'obtenir quelque chose,
qu'on pense devoir mériter ou dont on pense que c'est un droit, c'est difficile de garder l'équilibre parce qu'effectivement, c'est très émotionnel. Donc, si on se laisse aller dans ses émotions, en général, on ne fait pas la bonne chose, on ne prend pas de bonnes décisions. Voilà. Merci beaucoup, Françoise. Effectivement, de ce que je comprends, la source de motivation pour vous, ça serait les enfants. Donc, c'est vraiment les enfants qui feraient en sorte que vous serez capable de garder cet équilibre-là. Donc, merci beaucoup. On a un nouveau parent qui nous a rejoint. Donc, bonjour Marie Onana. Bienvenue à l'atelier. Bonjour Marie. Bonjour. OK. Donc, je pense qu'il n'y a pas de parents qui veulent ajouter. Si jamais vous voulez ajouter une... Oui. Est-ce que je peux Oui, y aller, Léonard? oui. C'est qui? Oui, Léonard. Oui, Léonard, oui, allez-y. Oui, en fait, la question c'est est-ce que c'est possible de garder un équilibre considérant tous ces faits? Ouais. Je pense que c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que nous tous nous souhaitons, malgré la situation, malgré tout ce qu'on vit, de tout faire pour garder un équilibre. La vie continue, comme quelqu'un l'a dit tantôt, et les enfants aussi, surtout, il faut les protéger, malgré tout ce qui se passe. Et pour faire ça, ça prend du travail, et parfois, ça prend de l'aide, surtout de l'aide. Ouais. Et quand les gens ont une arrogance ou un orgueil profond en eux et qui ne cherchent pas de l'aide, par exemple, et c'est ça qui engendre le drame que, par exemple, nous avons parlé au début, Ouais. des gens orgueilleux qui ne cherchent pas à savoir les commentaires des autres, même si ce n'est pas leur opinion, bien les commentaires qu'ils veulent entendre. C'est ça qui engendre parfois des choses. Mais l'équilibre, c'est possible. Ça dépend de chaque personne aussi. Ça dépend de l'état psychologique aussi de chaque personne. Ce n'est pas au même niveau pour tout le monde. On dit souvent ce qui est arrivé à un vautour pour que le vautour puisse avoir le crâne rasé. Si c'est arrivé à un pigeon, le pigeon, lui, survivrait même pas. C'est un adage qu'on dit. Donc, c'est ça. C'est le niveau de vision dans la vie, le niveau mental de chaque personne. Ça, c'est important de le cultiver, de toujours le nourrir pour que ces drames ne puissent pas arriver. Mais l'équilibre, c'est possible. C'est possible malgré les imperfections. Merci. Merci beaucoup, Léonard. Et oui, l'équilibre, c'est possible dépendamment du tempérament de l'individu, de la personnalité de l'individu. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en considération parce que chaque personne s'adapte à une situation de différentes façons. Et j'ai aussi aimé le fait que vous avez dit de demander de l'aide. Oui, malheureusement, l'homme qui a commis l'irréparable n'a probablement jamais demandé de l'aide. Donc, ça a été une accumulation. Et des fois, quand on accumule trop, nos pensées ne sont plus claires. On voit tout blanc ou tout noir. Donc, c'est comme impossible de voir le bien ou le mal. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement. Donc, oui, chercher de l'aide. On va revenir là-dessus pour l'aide là, dans les prochaines diapositives. Mais oui, l'aide, c'est très important d'aller en chercher. Merci beaucoup. Donc, pour les autres parents, si vous voulez ajouter de quoi, vous nous le dites, ça nous ferait plaisir de vous entendre. Nous, on aime ça vous entendre, d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont un avis complètement contraire à tout ce qui a été dit à date, qui se disent peut-être, moi, je ne sais pas si c'est possible de garder un équilibre avec tout ça, tous ces facteurs-là? Excusez-moi pour intervenir encore. Oui. Oui, comme vous l'avez dit, l'avis contraire, par exemple, à tout ce qui se passe, c'est nécessaire. Chacun doit donner, même si ton avis n'est pas conforme à ce que tout le monde dit. Moi, j'ai entendu plusieurs choses concernant ce qui s'est passé. Ça m'a fait quand même du bien d'entendre, si je peux me permettre, des conneries aussi. mais ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir parce que il y a des choses qui sont formelles. Par exemple, parmi nous, moi, je suis une personne d'origine africaine, par exemple. Il faut savoir
il faut savoir que, par exemple, dans la vie, je dis dans la vie, parce que je ne veux pas dire en Afrique ou au Canada ou en Occident ou quoi que ce soit. Dans la vie, on ne frappe pas sa femme. Ça, là, les gens ont difficile à saisir ça. On ne frappe pas non seulement sa femme, mais on ne frappe pas quelqu'un. Il y a d'autres moyens de gérer nos émotions, nos colères. Il y a d'autres moyens ou d'autres choses, d'autres façons de faire. On ne frappe pas. Donc, nous, les Africains, par exemple, nous devons saisir ça une fois pour de bon. Quel que soit en Afrique, il y en a qui disent, en Afrique, on frapperait ça. Non, 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 même pas. Même si on rentre en Afrique maintenant, on n'a pas le droit de lever la main sur quelqu'un. Il faut qu'on se le rentre dans la tête. C'est juste ça que je vais préciser pour l'instant. Oui. Merci beaucoup, Léonard. Oui, effectivement, on partage votre opinion. Oups. OK, c'est bon. On a une autre question pour vous. L'autre question, c'est, là, on est tous en pandémie à cause de la COVID-19 et on sait que la COVID-19 a eu des répercussions négatives, mais il y a aussi eu des répercussions positives pour certaines personnes. Et là, on se demandait, est-ce que vous pensez que le taux de divorce et de séparation aurait augmenté de manière significative depuis la pandémie? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un lien entre la pandémie et le taux de divorce et de séparation? Oui, on a Françoise, oui. Bah, écoutez, moi, je pense que les relations de couple ont beaucoup changé, dans le sens où je le disais à la blague avec certains de mes collègues, mais je pense que c'est la vérité. Il y a des gens qui ont découvert qui sont leurs conjoints parce qu'on travaille 8 heures, 9 heures, 10 heures, on est absent de la maison la plupart du temps. Donc, on n'est pas ensemble constamment. Il y a des gens qui ont épousé des personnes en se disant consciemment, de toutes les façons, je ne serai pas avec cette personne 24 heures sur 24. Donc, il y a des gens qui ont découvert leur conjoint, homme ou femme, s'entend. Il y a des gens qui ont découvert le nombre d'enfants qu'ils avaient parce que ce n'est pas eux qui s'en occupaient. Donc, quand on se retrouve dans un tout petit appartement, on découvre les manies ou les habitudes ou des choses qu'on ne savait pas de son conjoint. On découvre qu'on a beaucoup d'enfants et qu'il faut s'en occuper. Ça crée des frottements. Et ces frottements font qu'il y a des gens qui ont dit, mais non, je ne peux pas. Moi, j'ai vu, par exemple, un chanteur très connu, je ne me rappelle pas de son nom, qui disait, la pandémie m'a fait me rendre compte que j'étais avec le mauvais conjoint depuis 14 ans. C'est terrible, ça. Ouais. C'est terrible. Il a fallu qu'ils soient obligés d'être ensemble dans la même maison pendant quelques mois pour se dire, mince, je n'ai pas choisi la bonne personne, ça ne marche pas. Donc, effectivement, ça a eu beaucoup d'impact. Il y a eu des impacts positifs aussi, dans le sens où les couples qui vivent à distance, j'ai suivi un podcast sur ça, des couples qui vivent à distance se sont rapprochés un peu plus parce que ne pouvant pas voyager pour se voir, il fallait qu'ils utilisent la technologie et merci la technologie. Donc, quelque part, ça a renforcé certains couples, surtout ceux qui vivent à distance, mais ça a séparé aussi beaucoup de couples qui se sont réellement découverts parce qu'ils étaient obligés d'être ensemble 24 heures sur 24. Voilà. Effectivement, vous avez totalement raison parce qu'avec la pandémie, le travail, à la base, le travail occupe une bonne partie de notre temps et là, boum, du jour au lendemain, vous passez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec cette personne. Donc, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, vous découvrez des nouvelles facettes de la personne que vous n'avez peut-être pas réalisées auparavant. Fait que je pense que la pandémie nous a fait réaliser beaucoup de choses et ça en fait partie de ce que vous avez pu nous nommer. Et j'ai bien aimé les exemples que vous nous avez nommés par rapport aux chanteurs. Ça vient vraiment illustrer à quel point la pandémie nous a perturbés, est venue changer notre mode de vie.
aussi. Donc, merci Oui, beaucoup, François. je peux intervenir? Oui, Monsieur Léonard, oui. Oui, c'est vrai que dans les statistiques, la pandémie a permis à certaines personnes de se découvrir, se redécouvrir. Mais moi, je pense personnellement que cette découverte aurait dû être faite au moment où les deux personnes avaient le projet de se marier. C'est en cette période-là que ça devrait être fait. Et nous ne prenons pas le temps nécessaire. C'est une leçon de vie. Nous ne prenons pas le temps nécessaire de faire ce travail en amont avant de se mettre en couple. Et nous le découvrons brusquement dans la vie, que ce soit dans une pandémie où nous découvrons brusquement que nous étions incompatibles dans beaucoup de choses. Donc, nous nous exhortons à faire ce travail. Nous tous, nous avons fait cette erreur de jeunesse, comme on dit. Et c'est ça, on vit avec les conséquences à la suite. Donc, c'est au début, c'est à la base qu'il faut bien planifier, avoir une vision claire de ce qu'on veut, de qui on veut, de prendre le temps nécessaire de le faire. Merci. Merci beaucoup, Léna. Effectivement, de prendre le temps de s'asseoir avec son conjointe et de dire, bon, peut-être même au niveau de l'encadrement de l'enfant, comment l'encadrement de l'enfant? Est-ce qu'au niveau de la religion, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait devenir problématique ou non? Au niveau de plein de choses auxquelles on ne pense pas, ça serait très important d'en parler puis d'être franc, parce que si vous vous mariez, c'est pour la vie. Donc, pourquoi pas mettre les cartes sur la table et parler de choses importantes et sérieuses avec son conjoint pour éviter justement de se retrouver dans des situations comme le divorce ou de séparation. Oui, merci beaucoup. Et on a Françoise qui dit être d'accord avec vous, Monsieur Léonard. Donc, voilà. Donc, on va poursuivre avec la prochaine diapo. Dit-il? Ah, OK, je pensais que c'était... OK, bon. Oui, donc là, on va parler des deuils. Donc, on a le premier, le deuil de la séparation. Donc, juste le fait de se séparer avec son conjointe, c'est un deuil. Et des fois, le conjoint, il y a un des deux conjoints qui souhaite se séparer alors que l'autre n'est pas nécessairement sur cette pensée. Donc, pour la personne qui vit ce deuil, en fait, les deux vont vivre le deuil, mais peut-être que la personne va se sentir abandonnée versus l'autre qui avait déjà pris le temps d'y penser. Mais dans les deux cas, c'est un deuil pour les deux personnes, surtout si vous étiez avec cette personne-là depuis des années et même malgré que vous aviez fait quelques mois, mais la connexion a été présente. Donc, c'est un deuil à faire de la personne. C'est un deuil, oui, c'est un deuil tout simplement parce que là, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Fait qu'encore une fois, comme je l'avais dit, c'est de s'adapter à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle situation, à ce nouveau mode de vie. Donc, c'est un deuil à faire malheureusement. Il y a aussi le deuil de la famille idéale. Donc, peut-être que plus jeune, vous, en tant qu'enfant, vous aviez vos parents qui, jusqu'à maintenant, sont encore ensemble, sont encore mariés, et puis boum, là, vous vous retrouvez dans une situation où vous auriez souhaité terminer vos jours avec votre conjointe, et finalement, ce n'est pas ce qui arrive. Donc, la famille idéale que vous aviez en tête n'est plus celle que vous avez présentement, puis des fois, ça peut venir faire un clash entre ce que vous souhaitiez versus ce qui arrive réellement. Il y a aussi le deuil de tous les projets de couple. Donc, là, étant donné la séparation, ben, il y a clairement plusieurs projets qui finissent à l'eau, comme par exemple, peut-être que vous avez prévu acheter une maison, acheter un chalet, avoir d'autres enfants, faire des voyages, mais si c'est tout des deuils à faire, puisqu'il y a une séparation qui est en jeu. Il y a aussi les deuils du réseau social. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est aussi des fois, en tant que couple, vous avez peut-être des amis en commun avec qui vous avez créé des liens, mais que finalement, à cause que vous êtes en séparation, c'est comme difficile de continuer à maintenir ce lien-là avec le conjoint de votre ami, qui était aussi votre ami, mais peut-être que la relation avec le conjoint était plus forte. Donc, des fois, ça amène à devoir s'éloigner de cette personne. Ou bien des fois, vous étiez aussi très, très, très proche de la grand-mère ou du père de votre conjointe et
c'est aussi un deuil à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que le deuil de la séparation, il y a vraiment plusieurs deuils à faire. Et c'est normal que ça prenne du temps parce qu'un seul deuil, c'est difficile en soi, mais là, vous voyez qu'il y a plein de deuils qui en découlent. Donc, voilà. Donc, avant de passer à la prochaine diapo, on aimerait vous entendre si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ces deuils-là. Afip, Gilbert, Henriette, Ephrem, Gaston, Mariona, Christian, Léonard, Françoise. J'ai nommé tout le monde. Oui, Françoise. Ben, je pense que les deuils sont inévitables dans le sens où on s'est investi. On s'est investi dans une relation qu'on pensait viable. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est sûr que même si on est celui qui veut la séparation, il y a quand même un deuil à faire. Parce que quand on s'est investi, comme disait Madame Gabi, même si ça ne fait que quelques mois, on s'est tout de même investi, on a pensé à des choses, on a pensé à comment mener sa relation. Donc, forcément, la séparation est difficile. Et effectivement, pour ce qui concerne le réseau social, c'est très important parce que, évidemment, quand on a un couple, il y a des amis qu'on se fait en commun. Et malheureusement, et c'est très humain, hein, c'est compréhensible, les gens ont tendance à prendre position. Les amis ont tendance à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Et ça n'aide pas à garder le même réseau social. Donc, c'est ça que je voulais dire. Oui, effectivement. On partage la même opinion que vous, Madame Françoise. Merci beaucoup. OK, on va passer à la prochaine pour avoir le temps de passer au travers de toutes les diapositives. Donc, maintenant, je voulais vous parler un peu plus du processus du deuil, comment que chacun peut le vivre. Il y a plusieurs étapes, en fait. C'est une théorie qui a été inventée par Elisabeth Kubler-Ross. Donc, un peu pour savoir où se situer, puis c'est quand que ça s'arrête, ce processus de deuil. Donc, l'étape 1, c'est le choc. Donc, quand on se fait annoncer, OK, on se sépare, là, on est comme, on est un peu bouche bée. C'est de se faire dire, je te quitte, puis là, on ne s'attendait peut-être pas à ça, on est choqué, on est sidéré. Ensuite, le déni. Donc, le déni, ça a vraiment une fonction de protection, en fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, là, se faire dire je te quitte quand justement on avait bâti une relation, qu'on avait prévu des projets. Donc, c'est vraiment le refus, là, le déni, c'est le refus de croire que c'est vraiment ce qui se passe, que c'est pas vrai qu'on va se séparer, que les choses peuvent s'arranger. Donc, des fois, ça peut être « Ah, ben, quitte-moi pas, je suis sûre qu'on peut trouver un compromis, qu'on peut régler tout ça, alors que l'autre personne est vraiment rendue vraiment sûre de sa décision. » là. Après ça, la troisième étape, on voit souvent la colère, le marchandage. La personne n'est plus dans le déni, elle le sait que c'est vraiment une situation qui est réelle. Donc, c'est vraiment être confronté aux faits. Ça peut être, on peut vivre du dégoût face à la personne. Ça peut être de la colère aussi, effectivement. Donc, ça peut être, on peut se dire, c'est de la faute à ma conjointe, mon conjoint, il ne m'a jamais vraiment écouté, c'est pour ça qu'on est rendu là. Donc, vraiment de diriger ça vers l'autre un peu. Ça peut être ça. Ensuite, il y a la tristesse, parce qu'on réalise de plus en plus, puis on ne sait pas un peu qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir comme personne, parce que là, on est habitué de vivre en couple, mais maintenant qu'on est seul, qui on est, c'est quoi notre identité. Des fois, c'est pas facile pour ça. L'étape numéro 5, qui est la résignation. Donc, c'est un peu un sentiment d'abandonner la lutte, là, de vouloir revenir ensemble et tout. Puis la personne aussi peut avoir le sentiment aussi qu'elle a tout essayé pour revenir, faire revivre son couple. Finalement, c'est pas
c'est pas arrivé. Donc, ensuite, elle passe à l'acceptation. OK, je peux pas recoller les morceaux un peu là, de cette relation-là. Donc, je dois l'accepter puis faire le deuil de cette relation-là, de la famille idéale que je m'étais imaginée. Puis, de plus en plus qu'on avance, là, vous voyez, la courbe, de plus en plus, c'est positif. Donc, l'acceptation, c'est quelque chose d'assez positif. C'est pas facile, mais on s'oriente vers le futur, puis finalement, on se reconstruit à la fin complètement à voir qui on est, puis de se réorganiser aussi face à ça. Qu'est-ce que je vais faire prochainement pour mieux se connaître aussi en tant que personne, puis découvrir les ressources personnelles qu'on a. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce modèle-là? Est-ce que j'ai été trop vite ou ça va? Qu'est-ce que pour la reconstruction, c'était dit? Oui, c'est ça, de voir un peu qui qu'on veut devenir, puis de prendre des actions, un peu des ressources là, pour orienter vers le futur. Est-ce que vous avez des commentaires ou des réactions par rapport? Ça, c'est vraiment un schéma juste pour contextualiser, mais c'est sûr que vous allez vivre. Et puis c'est important de préciser que vous pouvez être dans la catégorie tristesse, mais revenir aussi dans la période de colère. Donc, vous pouvez avoir une fluctuation au niveau de vos émotions. Vous vivez de la tristesse, mais après la colère. Puis après, vous retournez dans le déni. Puis là, la colère, tristesse. Donc, de façon, ça, c'est un modèle théorique, mais juste pour comprendre le processus, normalement, vous passez par un amalgame d'émotions pour après vous résigner, pour après accepter, pour après reconstruire et commencer une nouvelle vie. Puis ça vient aussi normaliser vos émotions. Là. Des fois, on ne comprend pas tout ce qu'on vit. C'est vraiment une montagne, vraiment une montagne de toutes sortes d'émotions. Donc, de normaliser que c'est normal, c'est un deuil. Là, puis, que ce soit la perte d'un proche ou la séparation, on peut vivre toutes sortes d'émotions. Donc, OK, je pense qu'on pourrait passer à la prochaine diapositive. Ah oui, Léonard, vous avez une question, un commentaire? Oui, c'est juste pour ajouter un petit commentaire. C'est bien fait ce schéma. Ce que je remarque, c'est que ce qui ne facilite pas les choses pour faire le deuil pour chacun des membres du couple, c'est que les deux ne se situent pas toujours au même niveau. Oui. Comme par exemple, quelqu'un qui est déjà en acceptation à la reconstruction, mais l'autre se trouve encore dans la colère et utilise les enfants au chantage ou bien des médisances, en tout cas, toutes sortes de choses. Ça ne facilite pas vraiment la chose. C'est juste ce commentaire que je vais ajouter. C'est un bon point que vous avez apporté, c'est très vrai. Que chaque personne n'est pas au même stade. Puis c'est important de le prendre en considération. Donc, si vous êtes en stade d'acceptation, mais de se dire peut-être que mon conjoint ou ma conjointe n'est peut-être pas à ce niveau-là et de le considérer aussi dans votre façon de penser ou dans la façon que vous allez continuer votre vie. Ouais. Oui, c'est ça, parce que des fois, si on est dans l'acceptation, puis le conjoint est dans le déni, ça peut être pas facile. Des fois, on peut revenir à d'autres étapes, puis se douter de notre décision. Là. C'est vrai que c'était vraiment un bon point. Oui. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine. Donc, aussi, peut-être que vous avez imaginé qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes dans la séparation. Donc, effectivement, souvent, les femmes peuvent peut-être accumuler, puis là, ils se disent, OK, là, ça s'en vient, cette séparation-là, puis ils commencent à imaginer un peu leur vie sans le conjoint, alors que les hommes, des fois, ça peut être plus difficile de voir, OK, c'est quand ma femme a dépassé une certaine limite, là, puis que ça s'en vient, cette séparation-là. Donc, ça peut amener des réactions de surprise pour l'homme. OK, j'avais pas nécessairement vu ça, ces étapes-là vers un peu la séparation, alors que la femme était dans un esprit un peu de réflexion, que ça s'en vient
bientôt, puis que c'est élémentairement préparé. Donc, les hommes, ils peuvent être dans le déni aussi. C'est une fonction de protection, là, donc vivre un stress élevé aussi. Avec ça, on s'en attend pas toujours, puis voilà. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Samantha? Peut-être juste dire que nous, parmi les études qu'on a faites, c'est ce qu'on remarque que les femmes sont plus préparées, mais ça peut être aussi le contraire. L'homme peut être aussi avoir planifié et la femme aussi peut être en réaction de surprise. Mais on parle plus de façon générale, mais ça peut être aussi le contraire. Oui, effectivement, on ne fait pas de généralisation ici, là, c'est très personnel. Il y avait des commentaires où il y en a qui ne sont pas d'accord. Puis si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Nous, on va pouvoir le lire à voix haute pour vous aussi. Oh, on a 2 participants. Oui, Françoise, on va commencer par vous. Oui, merci. Je pense que la personne qui en parle, la première, est souvent la personne qui s'est le mieux préparée. Dans le sens où, si elle en parle, c'est parce qu'elle dit, OK, j'ai essayé ce que je pouvais essayer, j'ai fait tout ce que je pouvais, et là, je pense qu'on a atteint le point de non-retour. Ça peut être le contraire aussi, dans le sens où une personne peut en parler parce qu'elle se rend compte que ça va finir par arriver. Donc, c'est des situations qui peuvent se présenter également. Voilà. Merci beaucoup pour ce point-là. Oui, c'est souvent la personne qui en parle qui a comme réfléchi, effectivement. On va prendre Léonard et après Afip. Oui, Léonard. Monsieur Léonard, êtes-vous là? Oh, c'est l'ancienne main. Je vais la OK. Oui, Afip. Oui, bonjour. C'est vrai que j'ai pris la conférence de cours. Là, je me suis connectée il y a à peine 10 minutes. Oui, il n'y a pas de mais problème. Je pense que je suis un peu dans le sujet. En fait, j'aimerais parler plutôt de la femme africaine aussi dans ce cas-là, parce que la femme africaine, elle n'est pas pareille que la femme européenne ou des pays développés en général, dans le sens que la femme africaine a reçu déjà de ses... je dirais, elle a reçu une éducation un peu différente, l'éducation selon laquelle le divorce, par exemple, c'est un échec de toute une vie. Et parfois, elle endure et elle se dit, qu'est-ce que je deviens sans lui? Pas parce qu'elle veut vraiment vivre cela, mais juste parce qu'elle veut sauver le paraître. Et aussi, parfois, c'est pour des enfants. Oh, j'ai vu à tel niveau, ça donne ceci, ça donne cela. Qu'est-ce que je vais faire des enfants? Ainsi de suite. Elle n'est pas prête à oser. Et parfois, elle n'est même pas prête à accepter. Elle n'est vraiment pas prête à ça. Et donc, j'aimerais juste un peu soulever le point. C'est tout. Merci. Merci beaucoup pour le partage à Afip. Oui, en effet. C'est vrai. Ah oui. Françoise, vous voulez intervenir par rapport à ce qui a été dit? Oui, je vais abonder dans le sens de Afip. C'est vrai que la manière dont on est éduqué en Afrique fait que on considère le divorce comme un échec terrible. Et en général, effectivement, on ne considère pas les difficultés du mariage comme des choses à soulever ou à relever ou dont on devrait se défaire. Et effectivement, ce poids la repose toujours sur la femme parce que en Afrique, en général, on dit que si un foyer va bien, c'est la responsabilité de la femme en général. Sauf que on est deux. Donc, la responsabilité doit reposer sur les deux conjoints, mais effectivement, le contexte africain fait que la réussite ou le non-divorce ou l'acceptation de toutes les difficultés du mariage pèse sur les épaules de la femme. Voilà. Donc, c'est beaucoup de pression sur vos épaules. Puis j'ai aimé le fait que vous apportez justement cette perception-là de faire vraiment cette comparaison entre la femme européenne versus la femme africaine parce que justement, les choses vont être vécues différemment, les coutumes, les façons de penser vont être différentes. Donc, j'ai vraiment aimé que vous apportiez cet élément-là de plus. Merci beaucoup.
Donc, chers parents, nous sommes déjà rendus à la pause. On est vraiment content que tout le monde participe. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse et on aura la chance d'en discuter plus longuement après la pause. Étant donné que l'atelier finit à 12h30 et qu'on aimerait passer au travers, on prendrait une pause de 5 minutes. OK? Donc, on aimerait que vous reviendrez, que vous revenez à 11h55. Donc, on reprendrait à 11h55. OK? Donc, on vous laisse un petit 5 minutes et on reprend pour le reste de l'atelier. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, à 11h55, on reprend. Donc, bonne petite pause. Bonne pause! Bon,
Il est 11h55. Je ne sais pas si tout le On monde entend bien. Oui, on t'entend bien. On va peut-être laisser une petite minute de plus. Parfait. On va continuer. Et la prochaine, si tu es avec les enfants, je pense. Oups, je regarde. Oui, avec les OK. enfants. OK. Je vais la mettre en attendant. OK. Peut-être juste nous dire dans le chat si vous êtes présents. Au moins, si on a quelques mails, on va pouvoir continuer. OK, super. Merci, Françoise. Il y a d'autres parents qui sont présents. OK, Ephraim, Christian. OK, bon. En notant qu'on a quand même 3 parents, j'imagine que les autres parents vont venir nous rejoindre. Donc, OK. Donc, j'espère que vous avez pris une bonne petite pause. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc, on va reprendre. Donc, on avait Madame Françoise qui nous parlait des enfants au début de l'atelier. Donc, on a déjà Marie. OK, je pense que c'est pour dire qu'elle est présente. Est-ce que vous vouliez rajouter de quoi, Mariona, ou c'est juste pour signifier votre présence? OK, je pense que c'est pour dire qu'elle est présente, hein? J'imagine? Ouais, OK. En tout cas, si jamais ouvrez votre micro et nous dire. OK. Donc, oui, au début, là, on a parlé beaucoup du couple, du conjoint, de la conjointe. Maintenant, on a envie de vous parler des enfants parce que des fois, quand on vit beaucoup d'émotions durant une séparation, malheureusement, des fois, on oublie les enfants et les enfants sont très importants. Et aussi, c'est les enfants, comme on avait dit au début, des fois, c'est les enfants qui nous permettent de garder cet équilibre-là. Mais ces enfants aussi peuvent vivre beaucoup de choses difficiles durant la séparation dans le couple. Et en premier lieu, l'enfant peut vivre du stress. Est-ce que l'enfant va vivre le même type de stress que vous? Probablement pas, mais l'enfant va vivre du stress. Et ce stress-là peut se traduire de différentes manières. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre que les enfants, c'est des enfants éponges. Donc, si ils voient maman être très anxieuse, ils voient maman pleurer, ils voient papa pleurer, ou ils voient maman, papa en colère, c'est clair que ça va venir l'affecter. Et même si qu'ils ne vous en parlent pas, ça va venir affecter l'enfant. Et oui, l'enfant est unique, mais ça va venir affecter l'enfant peu importe la situation. C'est la seule chose qui peut différer, c'est le niveau de sévérité. Donc, ça peut affecter l'enfant un petit peu, moyennement ou beaucoup, mais sachez que tout enfant qui vit une situation de séparation de ses parents va vivre du stress. Ça peut aussi affecter leur niveau d'estime de soi, donc se dire, bon, ben, c'est de ma faute que mes parents se séparent, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû faire ça comme ci, comme ça. Donc, ça vient toucher leur propre image de soi. Donc, ça les remet aussi en question, ce qu'on n'aurait pas souhaité, mais ça engendre ce type de questionnement chez l'enfant. On a aussi les répercussions sur le sentiment de sécurité. Donc, imaginez-vous, vous êtes 2 parents qui vivent ensemble et puis boum, la séparation fait en sorte que vous devez chacun vivre dans un appartement ou dans une maison. Ben, le sentiment de sécurité de l'enfant vient affecter parce que l'enfant qui voit tout le temps ses parents ensemble ne sont plus ensemble. Et donc, ça vient générer des peurs de se dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais perdre maman? Est-ce que je vais perdre papa? Est-ce que? Donc, toutes ces questions-là vont venir générer du stress, de l'anxiété chez l'enfant. Et l'autre élément que j'aimerais apporter, ce sont les problèmes de comportement à l'école. Donc, des fois, ça peut arriver que l'enseignant dise, oh, votre enfant ou votre ado n'écoute pas, il s'oppose, il crie, il est vulgaire, mais des fois, c'est dû justement, surtout si vous vous dites, mais pourquoi mon enfant était si sage et puis du jour au lendemain, je reçois plein de mots de l'école, mais des fois, si justement vous êtes en processus de divorce et de séparation, ben, le stress va venir générer de quoi chez l'enfant et des fois, ça va se traduire par des comportements violents ou de l'agressivité ou des comportements de pleurs. Parce qu'il faut comprendre que le stress,
s'exprime différemment chez chaque personne, mais des fois, les enfants, surtout les enfants qui sont jeunes, ne seront pas capables d'exprimer ce qu'ils ressentent verbalement, donc ils vont l'exprimer justement par des comportements. Même pour des ados aussi, hein, les ados, ils sont capables de s'exprimer, mais des fois, ça peut être difficile, donc ils vont peut-être justement être démotivés à l'école. Il peut y avoir décrochage scolaire, malheureusement, délinquance, mais ça peut venir du fait qu'ils ont trop encaissé, ils ont trop subi au niveau de la séparation et ça vient exacerber des symptômes qu'ils avaient peut-être auparavant qu'ils n'avaient tout simplement pas. Et comme dernier, ben en fait, il y a plusieurs impacts, mais on parle vraiment des impacts les plus principaux, mais il y a aussi les conflits de loyauté. Donc, qu'est-ce qu'on entend par conflit de loyauté? Dans le fond, c'est des enfants. Ben, en fait, c'est l'enfant qui est pris, qui est tiraillé entre la maman et papa. Donc, des fois, l'enfant se dit, mais c'est qui que je dois aimer? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que j'ai le droit d'aimer les deux? Parce que là, on est dans une situation où l'enfant voit qu'il y a des conflits, mais est-ce que je dois choisir? Et des fois, l'enfant, malheureusement, il est amené à choisir parmi la maman ou le papa, mais sans raison justifiée. Il va juste aller vers le parent qui peut-être parle plus fort ou le parent qui est plus doux. Ça dépend de l'enfant, mais l'enfant, il se retrouve dans une situation très délicate et pour s'en sortir et pour tenter de résoudre ce conflit-là, il va aller vers le parent et le parent va se sentir abandonné, ce qui va générer beaucoup d'autres éléments. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux malheureusement, mais c'est important de considérer la perception de l'enfant, des impacts que ça peut engendrer sur les enfants. Donc, voilà pour la diapo sur les enfants. On aimerait bien vous entendre. Questions, commentaires, réactions. Oui, Françoise, Madame Françoise. Je voudrais revenir sur les deux derniers éléments que vous avez évoqués pour l'impact sur les enfants. Oui. Les problèmes de comportement à l'école, moi, je pense qu'ils viennent aussi du fait que les enfants ne savent pas nécessairement exprimer, oui, comme vous l'avez dit, mais je pense aussi que comme les enfants ont l'impression qu'ils sont la cause de la séparation, ils n'expriment pas vraiment leur ressenti à la maison. Donc, il faut bien que ce ressenti sorte quelque part. Donc, il sortira à un endroit où les parents ne sont pas parce qu'ils se sentent plus en sécurité pour l'exprimer à cet endroit-là. C'est généralement très mal exprimé. Donc, l'enseignant qui ne connaît pas nécessairement la situation à la maison va dire, mais cet enfant est devenu agressif, cet enfant se comporte mal, mais c'est parfois parce que les enfants veulent protéger les parents, donc ils expriment leur mal-être ailleurs, dans d'autres environnements où ils ont l'impression d'être, où ils ont l'impression qu'ils peuvent l'exprimer sans trop de conséquences. Oui. Et nous savons malheureusement que ça a des conséquences puisque les parents sont mis au courant. Pour ce qui est des conflits de loyauté, je pense que ça revient à ce que je dis depuis tout à l'heure. Quand les parents estiment que leur conflit est plus important que le bien-être des enfants, les conflits de loyauté s'ensuivent forcément parce que quand un parent essaye d'accaparer l'enfant en lui racontant des choses sur son conjoint ou quand le parent quand ils sont déjà séparés, pose des questions sur ce qui se passe à la maison ou veut savoir si l'autre conjoint refait sa vie ou des choses comme ça, c'est sûr que l'enfant sera en conflit de loyauté parce que l'enfant se dit, est-ce que si je dis exactement ce qui se passe, je trahis le parent qui n'est pas là? Donc, c'est pas facile. Et comme je dis depuis tout à l'heure, il faut toujours garder à l'esprit le bien-être des enfants. C'est difficile à faire, j'en suis tout à fait consciente. C'est difficile à faire, mais il faut toujours garder le bien-être des enfants à l'esprit parce que sinon, on les met dans des situations que parfois ils ne comprennent même pas, parce que même les adolescents, ils ne comprennent pas nécessairement. Ils se disent, bon, il faut que je protège maman, il faut que je protège papa. Oui, mais quand je suis chez papa, papa dit des choses sur maman. Est-ce qu'il faut que je le dise à maman? Est-ce qu'il ne faut pas que je le dise? Ça met les enfants dans des situations extrêmement compliquées et ça fait des dommages qui, parfois, se répercutent plus tard. Effectivement.
Merci beaucoup, Madame Françoise. Ouais. Il y avait d'autres commentaires. Super. Mais juste le fait parce que des fois, quand on vit justement une séparation ou un divorce, on est vraiment dans nos émotions, dans l'esprit de, OK, bon, qu'est-ce qui va arriver? Mais juste le fait de penser à l'enfant, de penser aux enfants, c'est déjà une étape parce que des fois, on est tellement submergé par tout ce qui nous arrive que les enfants, c'est même pas dans nos pensées, mais juste d'y penser, je pense que c'est déjà une bonne étape. Puis après l'étape, c'est justement d'aller discuter avec vos enfants, malgré que vous êtes vraiment surchargé, mais d'entendre leur point de vue par rapport à tout ça, ça peut grandement aider. On a Afid, oui. Oui, je voulais juste dire qu'il y a des enfants aussi face à des situations comme ça qui se ferment sur eux-mêmes et ils ne vont s'ouvrir que 20 ans plus tard quand ils seront eux aussi dans leur vie conjugale. Donc, et ce sont des cas dangereux parce que ça, c'est vraiment une plaie qui pourrit à l'intérieur et qui ne va se faire voir que le jour où elle est déjà, je ne sais pas comment dire, mais donc, il y a des enfants qui vivent ça et qui se ferment sur eux. Tu ne vas rien remarquer à l'école parce qu'il devient même très studieux. Il passe son temps dans ses cahiers. Il ne veut plus entendre papa ou maman, mais il prend une résolution. Et plus tard, peut-être à 20 ans, quand il est marié, tu vas voir, il va s'opposer à la réaction de son père ou bien à la réaction de sa mère, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à partir de là, il va prendre une décision drastique qui pourra peut-être nuire à l'enfant d'autrui qui a été bien éduqué dans un milieu convivial et qui se retrouve pris entre les mains de quelqu'un qui se venge. Donc, c'est un peu ça ma contribution. Oui, c'est des effets à long terme, dans le sens où l'enfant vit beaucoup, beaucoup, il en parle à personne, puis là, il encaisse, mais ça serait attendre 20 ans plus tard, quelles seront les répercussions? Ben, juste en y pensant, on sait que les répercussions vont être très négatives et ça va se refléter justement dans sa relation future avec son conjoint ou sa conjointe. Oui, effectivement. Merci beaucoup. On peut passer à la prochaine. Merci. Donc, question pour vous, parents. Auriez-vous eu le réflexe de parler de votre séparation avec vos enfants? Donc, c'est une question. En fait, vous pouvez ne pas être séparés, mais admettons si ça devait l'être, est-ce que vous auriez eu le réflexe de parler de votre séparation avec vos enfants ou vous êtes plus dans l'optique de c'est des enfants, c'est clair que peut-être qu'ils sont touchés, mais il n'y a pas plus que ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pensé faire, en parler avec vos enfants? Oui, Madame Françoise. Je pense que c'est la moindre des choses parce que les enfants, ils voient tout. Ouais. Les enfants, ils voient tout et ils comprennent tout. Même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas, ils voient tout et ils comprennent tout. Donc, il faut leur en parler. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Françoise. Oui, Afid. Moi, je pense que tout dépend de l'âge des enfants. Parce qu'à un certain âge, tu as beau dire n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Parce que l'enfant ne comprend absolument rien à rien. Il sait seulement qu'il voyait les gens sourire à la maison et du jour au lendemain, les gens ne rient plus ensemble. Mais un enfant de 3 ans, comment vas-tu lui parler du divorce? Par contre, si un enfant a déjà, je dirais, autour de 6 ans, et puis dépendamment aussi de sa facilité de compréhension, tu peux aborder d'une façon ou d'une autre, mais d'une façon un peu polie, là, pour l'amener à encaisser d'une façon progressive. Donc, moi, je pense que tout dépend de l'âge de l'enfant. Et puis, si c'est un adolescent, on peut vraiment s'asseoir dans un café, dans un McDo, dans n'importe quoi, et puis on lui dit des cas de vérité. Vois-tu, c'était bien avec ta maman, maintenant, ça ne va pas très bien parce que nous avons découvert entre nous, là, que ça ne peut plus très bien aller. Et puis, pour la santé de tout un chacun, et toi y compris, on ferait mieux de se séparer. Donc, moi, je me dis, tout dépend de l'âge. Et il faut savoir aussi comment aborder avec l'enfant. Merci. Merci beaucoup, Afid. Puis sans nécessairement rentrer dans les détails, vous n'êtes pas obligé d'expliquer le pourquoi, juste de parler en général de la séparation. Je pense que ça peut faire un grand changement. Puis si je reviens selon l'âge de l'enfant, il ne faut pas oublier que peu importe l'âge de l'enfant, malgré qu'il est jeune,
selon les études, l'enfant comprend ce qui se passe malgré tout. Il peut ne pas le verbaliser, mais prenez l'enfant de 3 ans et parlez-lui à l'âge de 10 ans. Il va quand même être capable de vous dire, je me souviens, il y avait des flashbacks, je me souviens de maman de ci, malgré qu'il n'a pas été capable de verbaliser, malgré qu'il n'a pas été capable de comprendre. Avec le temps, il va y avoir des images qui vont lui revenir. Donc, c'est aussi, là, vous allez me dire, mais comment parler avec un enfant de 3 ans? Ben, c'est d'utiliser le livre. Il y a beaucoup de livres qui ont été adaptés pour parler de séparation, des divorces à des enfants de moins de 5 ans. Donc, les livres peuvent aider à vous orienter sur la façon d'en parler avec vos enfants, mais peu importe l'âge de l'enfant, malheureusement, il est conscient en étant inconscient de ce qui se passe quand même. OK, on va passer à la prochaine. Merci beaucoup pour vos témoignages. Ah, il y a Léonard. Oui, juste pour ajouter un petit commentaire au sujet de parler aux enfants, je pense que les gens l'ont abordé un peu. Il faut savoir l'âge auquel il faut parler aux enfants et de quoi aussi il faut parler aux enfants aussi. C'est très important. Ouais. Juste pour raconter toute la vérité, rien que la vérité aux enfants, possiblement que vous ferez du mal que du bien aux enfants. Il faut faire très attention. Bon, si je peux parler de mon cas, moi, personnellement, j'ai demandé personnellement à mes enfants, est-ce que vous voulez qu'on se parle? Je sais très bien que je ne vais pas parler de tout, de n'importe quoi. Vous voulez qu'on se parle de ce qui est arrivé, vraiment? Surtout à la grande. Elle a refusé elle-même. Donc, je l'ai laissée tranquille. Ça, c'est mon cas, par exemple. Ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Elle a dit non, je ne veux pas entendre parler. OK. Ben, elle a 24 ans. Donc, c'est bien. Comme que quelqu'un l'a dit aussi tantôt, les enfants voient tout, ouais. Elles savent tout, même si elles ont 4, 5 ans, peut-être, c'est très peu, mais à partir de 7 ans, elles voient tout, elles savent tout, surtout quand on vit dans des appartements où il n'y a pas beaucoup d'espace comme en Afrique. Tout ce qu'on fait, les enfants nous regardent et savent un peu. Ils ont leurs idées de toute façon, ils ont leurs idées. Donc, faire très attention à ce qu'il faut raconter aux enfants dans un divorce, sinon ça va les détruire. Oui, effectivement. Puis j'aimerais bien rajouter de quoi. On parlait des deuils dans le couple, mais c'est un deuil aussi pour les enfants. Puis peut-être même que si on revoit les étapes du deuil, peut-être que votre fille est encore dans l'étape du choc. Donc, juste apprendre que vous êtes séparés malgré que ça fait des années, peut-être qu'elle a encore, parce que comme j'ai dit, on peut rester dans un stade très, très, très longtemps, dépendamment du tempérament, de la personnalité de la personne. Donc, peut-être que votre fille est encore dans l'état de choc et ça va lui prendre peut-être quelques années. Peut-être que d'ici 2, 3 ans, elle va vous dire, papa, je suis prête à t'entendre. Mais pour le moment, c'est bien que vous avez respecté son choix et peut-être qu'éventuellement, quand elle va se sentir prête, elle va vouloir en savoir plus. OK, on peut passer à la prochaine. Donc, maintenant, on est rendu un peu plus dans la partie où c'est plus des trucs pratico-pratiques qu'on vous donne des astuces, puis vous allez probablement en avoir d'autres. En discutant, vous avez une belle connaissance de tout ça. Puis celle de l'enfant aussi, comment l'aider à bien vivre, peut-être le plus possible, une séparation. Je sais que c'est pas facile, mais comment l'aider à trouver un équilibre là-dedans. Donc, en premier, c'est important, puis avant même là, que vous vivez dans le processus de séparation, de planifier toutes les possibilités. Donc, avant, c'est ça, d'être dans le processus, qu'est-ce qu'on fait à quel niveau on va être rendu au point de se séparer? Donc, ça, c'est une première chose. Qui voudrait garder les enfants, donc planifier vraiment les possibilités de tout ça. Comme ça, quand on arrive au moment où on n'est pas dans le stress, on a choisi, par exemple, d'aller en médiation au lieu de faire le processus judiciaire. Donc, c'est vraiment prévu d'avance. Donc, c'est vraiment important de le faire quand ça va bien. Je sais que c'est un peu choquant on vient de commencer à se fréquenter ou à sortir ensemble et là, on planifie déjà la séparation, mais c'est vraiment pour pas vivre de stress supplémentaire là,
ne pas avoir planifié tout ça, prévu tout ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive. Puis c'est aussi pour votre bien-être psychologique à vous, mais aussi pour le bien-être psychologique de l'enfant. Oui. Exactement. Valider les besoins auprès de l'enfant, on en a beaucoup parlé un peu avant cette diapositive ici. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de savoir ce qui se passe entre papa et maman? Ou il ne veut pas en entendre parler, un peu comme la fille de M. Léonard. Donc, ça peut être ça. Est-ce qu'il veut rester... Parce que des fois, on a un peu le réflexe de ne pas poser les questions, est-ce que tu veux rester chez papa ou maman? Mais c'est des questions à poser. Peut-être qu'il y a un parent, c'est pas nécessairement parce qu'il l'aime moins ou qu'il l'aime plus, mais qui est peut-être plus à l'aise, plus en sécurité. Puis c'est un besoin dans ce processus-là. Donc, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Puis je pense que les dessins, c'est aussi, les livres, c'est des bons outils un peu là, pour avoir une communication avec l'enfant. Donc, dessine-moi ce que tu aurais besoin en ce moment. Dessine-moi, toi, comment tu vois ça, la séparation. Donc, c'est comme ça, on va chercher des informations un peu plus détaillées. N'hésitez pas à demander de l'aide. On l'a mentionné au début, c'est important pour ne pas se rendre à des étapes ou dans des... vraiment au bas fond en santé mentale. Donc, si vous êtes plus à l'aise, des fois, les professionnels, on n'est pas toujours à l'aise d'en parler à une personne qu'on ne connaît pas, même s'ils sont neutres et tout. Donc, un ami, un proche de confiance pour vraiment là, vous vider tout ce plein émotionnel là, qui est en vous. C'est super important. Et finalement, au Québec, on a des services de médiation gratuits. Vous avez le droit jusqu'à 6 séances. Donc ça peut être vraiment une bonne alternative, là, surtout quand on a parlé au début des conséquences que ça peut avoir de se faire judiciariser un peu, donc l'absentéisme au travail, les coûts aussi qui sont vraiment importants. Donc ça peut vous enlever un stress de plus, peut avoir un effet bénéfique sur votre santé mentale. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des réactions par rapport à ça, d'autres astuces ou... Ou sinon, est-ce que vous étiez au courant que vous avez accès à de la médiation gratuite offerte par le gouvernement? Donc, on aimerait bien vous entendre sur les 4 éléments que Gabriela... Oui, Madame Françoise? Ben, il y a 10 ans, les médiations n'étaient pas gratuites. Hein? Ah oui, OK. Peut-être que ça a changé, mais Oui, là, vous avez il y droit a à 10, 6. 11 ans, c'était pas gratuit. C'était un prix dérisoire, mais c'était pas gratuit. OK. Oui, On dirait qu'ils ont changé un peu. Ils offrent 6 séances, ce qui est quand même bien. Oui, c'est très bien parce qu'en 6 séances, on peut tout régler si on sait effectivement, si on a planifié toutes les choses à l'avance. En 6 séances, c'est suffisant. Okay. Effectivement. Puis même, je pense que cet été, ils ont parti un projet pilote parce que les services de médiation, c'était juste pour les parents qui avaient des enfants mineurs ou majeurs à charge. Puis là, ils ont parti ça pour, en fait, tous les couples. Là. Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment récent. Puis avec la vague de violence conjugale qu'il y a eu au Québec, ils vont peut-être financer un peu plus de tout ça, des services comme ça. Donc, ouais. Oui. Super. On avait Léonard aussi. Oui, Léonard. Excusez-moi, c'est l'autre main encore. Excusez-moi. Ah, ok. On aimerait bien entendre les autres parents, parce qu'on arrive à la fin, on aimerait bien peut-être entendre Henriette, Gilbert, Marie-Onana, ou Christian, ou Ephraim, Gaston, Ariane. Françoise, non, elle nous a parlé. Léonard, Rafi. Moi, c'est Ariette. C'est juste pour vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention là, toutes les interventions et puis ce que vous nous avez donné. Je trouve que c'est vraiment des informations qui sont pertinentes. Je suis contente qu'on l'ait enregistré.
Parce que Oui. parfois, même si on n'est pas déjà passé par ce genre d'expérience, ça peut nous préparer ou alors à donner des conseils ou alors comme à prévenir de façon indirecte des situations Oui. qui pourraient dégénérer. Parce que quand on parle de la situation de Gatineau avec laquelle vous avez commencé, c'est venu, en tout cas moi, du milieu africain, là, c'était ma première fois de voir ça, quoi, du suicide. Et puis moi, ça m'a vraiment bousculé quand j'ai vu cette annonce. Donc, je vous félicite pour ces informations pertinentes que vous partagez avec nous. Ben, merci beaucoup. Merci, Henriette. Merci beaucoup, Henriette. Effectivement, vu que c'est enregistré, on peut y revenir au cas où. Puis des fois, quand on est dans la situation, c'est différent aussi. Là, donc, de revenir à ces trucs-là, peut-être qu'on va les avoir oubliés. Donc, effectivement, merci beaucoup pour le commentaire. Oui, merci beaucoup. Oui, Madame Ariane. Bonjour. Je me suis connectée un peu tard, mais j'ai compris que le sujet était très important pour nous, surtout pour nous les Africains. Certains sujets sont tabous. Oui. Je viens juste pour vous remercier pour avoir levé des voiles sur certains points dans l'éducation de nos enfants, pour notre santé mentale, nous les parents. Moi, j'ai vu certaines avec les adolescents. Je dis souvent que chaque éducation, c'est en fonction des tranches d'âge. C'est-à-dire que ce qu'on donne à un enfant de 1 jour à 3 ans, ce n'est pas la même chose pour les 15, les ados. Donc, vraiment, je prends la parole juste pour vous féliciter, vous encourager, pour dire que, comme c'est enregistré, j'espère que Henriette aura l'occasion de partager l'enregistrement avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ça nous fait vraiment plaisir d'entendre tous ces beaux mots venant de votre part et de tous les parents. Merci beaucoup. Ok, merci, ça fait plaisir. Donc, super, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut faire ces ateliers-là. Nous, on les montre pour vous, mais d'entendre que ça vient vous chercher, ça vient vous interpeller, et ça nous fait du bien d'entendre ça. Donc, on aura la chance de continuer aussi parce qu'on a d'autres ateliers qui vont venir dans les prochaines semaines. Donc, on espère vous revoir pour les prochains ateliers également. Oui, on espère que ça va être autant pertinent que cet atelier-là. On va essayer selon vos besoins. Si vous avez des besoins après l'atelier, n'hésitez pas à... Oui, vous pourrez aussi en parler à Dominique aussi de BAI. Ouais. Oh, on a Christian, oui. Allô? Oui, bonjour, Christian. Allô? Bonjour. Oui, on vous écoute. Bon, ok, je voudrais une contribution aussi par rapport à, si je vois votre dernière question que vous avez posée sur le slide. Oui. C'est comment préserver sa santé mentale et celle de l'enfant. Ouais. Bon, oui, là, on parle de... Bon, je pense qu'on vous perd avec la connexion. Oui. Ouais, on vous perd, on n'entend pas M. Christian, malheureusement. Non, la connexion. Peut-être écrire dans le clavardage, là, votre point. Non, deux personnes différentes. C'est le parent qui est un adulte qui réfléchit bien et l'enfant qui est une victime. Contribution. Allô? Oui, ouais, on entend juste des parcelles de mots, malheureusement. On va peut-être nous écrire dans le clavardage, puis on pourrait lire votre commentaire parce qu'on ne vous entend pas. Ouais, désolé. Juste peut-être revoir la connexion, puis on va prendre votre commentaire. OK? Oui, Marie-Onana? Allô? Allô? Là? Ça, c'est qui parle en ce moment? Je pense que c'était peut-être M. Christian, mais je crois que... Allô? Oui, allô? Oui, c'est...
OK, c'est Et Christian. là, Monsieur... euh, Non, oui, là, vous malheureusement. m'entendez? Essayez pour vous. Allô? Oui, allô? Oui, je crois que là, Oui, c'est mieux. oui, là, c'est mieux, oui. Pas OK, longtemps. voilà, je disais, d'accord. Je disais que là, par rapport si à partir de la première partie de la présentation et les contributions qui ont été faites au niveau de la première partie, Oui. avec l'exposé qui a été fait au niveau de la deuxième partie, je pourrais dire que euh, l'évolution de la Christian, c'est mieux d'écrire. Hein. Ta connexion là n'est pas bonne aujourd'hui. C'est ça, Monsieur Christian, on vous perd. Ça avait l'air dans vraiment le intéressant ce que vous dites, sens mais on où n'entend pas. ça n'affecte pas seulement lorsqu'il du message, également son état dans le futur, sa vie en 4 heures. On est en train de vous perdre, Monsieur Christian. Je sens que c'est très intéressant, mais on ne vous entend pas, malheureusement. Si jamais la connexion est meilleure, vous nous retrouvez. Demande-lui d'écrire. Il a certainement des Oui, choses. c'est ça. On lui a demandé d'écrire. Si jamais vous voulez écrire, vous pouvez écrire, Monsieur Christian. Ça va nous faire plaisir de lire ce que vous avez envie de nous dire. Oui, Marie-Onana. Oui, merci. Moi, je dis bonjour aux autres. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez tellement bien exposé. Et c'est des commentaires que moi, je dis que ça dépend dans quel milieu on se trouve et juste ajouter la dimension spirituelle de la chose, que abandonner à nous-mêmes, les séparer, les époux, les enfants, ils sont des acteurs. Mais pour ceux qui sont croyants, il y a des dimensions spirituelles qui aident souvent à relever les parents, à relever les enfants pour les amener à une reconstruction de vie, comme vous l'avez dit, que seul on est parfois démunis, sauf si on est dans des pays développés comme le Canada, où on va prendre en charge les rencontres avec les filles, les rencontres avec ceci, les thérapies de ceci. Mais dans des milieux de notre pays d'origine où il n'y a pas toutes ces thérapies-là, il y a la dimension spirituelle, la dimension religieuse. Quand on croit à un Dieu, qu'on soit musulman, qu'on soit qu'on soit chrétien, ça aide beaucoup aussi à relever, à garder le moral, à prévenir des dégâts comme ceux des Gatineau. C'est vraiment, il n'y a que Dieu qui peut balancer et aider les parents à se reconstruire. C'est une dimension à ne pas négliger dans vos thérapies. Bien sûr, tout le monde n'est pas croyant, mais c'est quand même une bonne dimension à prendre en compte. C'est tout ce que moi, je voulais ajouter. Okay, merci beaucoup, Marie-Onana. Oui, l'aspect spirituel peut aider justement à préserver la santé mentale du conjoint, de la conjointe ou celle de l'enfant, selon les croyances de la personne. Oui, effectivement. On va poursuivre parce qu'on est un peu limite dans le temps. Étant donné qu'on avait commencé un peu plus tard, on va dépasser de quelques minutes le 12h30, mais on va quand même enchaîner. Il nous reste deux diapos, je pense, avant la fin. Auriez-vous quelque chose à télécharger? Oui. Auriez-vous quelque chose que vous avez préparé pour nous, un document à télécharger ou bien une lecture ou bien une page que vous nous conseillez? En fait, il va y avoir, parce que là, on est en train d'enregistrer l'atelier de ce moment, l'atelier sur la séparation. Donc, vous allez avoir accès à cet enregistrement. Nous, on va l'envoyer à Dominique, le responsable de BAE. Et donc, lui, il va pouvoir se charger de diffuser
cet atelier-là dans le site de BAI. Donc là, vous allez pouvoir revenir sur certains points que vous avez manqués. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez pouvoir revoir la première partie ou ce que vous avez manqué. Et au besoin, nous donner sur le chat le lien pour pouvoir vous écrire et pour avoir un suivi de ça. Pas le suivi en tant que tel pour quelqu'un qui aimerait avoir plus d'informations que ce qui a été dit aujourd'hui. Vous pouvez nous donner le lien. Pour le moment, on n'a pas de lien. On pourrait essayer de s'informer pour voir si c'est possible de vous trouver des liens. Le lien du BAI, vous pouvez le mettre. Ah oui, on pourrait le mettre, mais en fait, oui. Pour ceux qui aimeraient avoir beaucoup plus de détails ou bien avoir un point qu'ils n'ont pas bien saisi. Mais sur le lien Zoom que vous avez reçu pour l'atelier, vous allez avoir accès à cette vidéo-là dans les jours qui suivent. OK. On va juste poursuivre avec la piste des interventions pour les proches. Donc, c'est ça, les pistes d'intervention pour les proches qui accompagnent parfois des personnes en processus de séparation. On en a mis quelques-unes. Donc, avoir une présence bienveillante, de faire des offres d'aide un peu, c'est pas nécessairement, des fois, la personne n'a pas besoin d'être écoutée. Elle a déjà répété son histoire plusieurs fois. Ça peut lui faire vivre toutes sortes d'émotions. Donc, un exemple d'aide bienveillante, ça pourrait être de garder les enfants, parce que les responsabilités parentales, comme on a dit, ils continuent, malgré qu'on a déjà beaucoup de choses à penser. Ça peut être de préparer des petits plats parce que la personne n'a pas nécessairement le temps aussi de cuisiner ou quoi que ce soit. Donc, vraiment d'être là pour la personne sans nécessairement questionner parce que c'est déjà beaucoup tout ce qu'elle vit. Et puis, si elle a besoin d'écoute, là, vous pouvez chercher à être là pour elle pour l'écouter. Mais on peut la questionner aussi sur ses besoins. Donc, comme que j'ai dit avant de l'écouter ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle a besoin plus de soutien pour les enfants, pour garder les enfants? Est-ce que c'est pour le ménage dans la maison? Est-ce que c'est d'autres choses? C'est quoi qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à la personne, en fait? On essaie aussi d'éviter le jugement. Je sais que c'est facile de responsabiliser la personne ou de mettre la culpabilité un peu sur son dos, mais la personne, des fois, peut ressentir déjà une certaine honte à toute sa séparation, le fait qu'elle n'a pas réussi à garder la famille idéale à laquelle elle avait pensé. Donc, c'est vraiment beaucoup déjà. On ne veut pas qu'elle tombe encore plus loin en santé mentale, puis que de ce côté-là, ça l'aide moins bien. On veut préserver sa santé mentale aussi. Donc, comme j'ai dit aussi, ça peut être de proposer l'aide pour garder les enfants, par exemple, si c'est judiciarisé puis la personne n'a pas de gardienne ou quoi que ce soit, on peut proposer son aide de cette façon-là. Ça peut enlever un certain stress, puis même des fois un stress financier de devoir payer quelqu'un d'autre alors qu'il y a déjà beaucoup de coûts associés au processus judiciaire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des parents qui avaient des questions, commentaires? Donc, c'est vraiment pour vous qui n'êtes pas dans une situation de divorce ou de séparation, mais vous voulez aider. Donc, vous pouvez être la sœur, le frère qui a justement sa sœur qui est en processus de divorce, séparation, mais tous les éléments que Gabrielle vous a proposés, c'est des éléments que vous pouvez mettre en place. Parce que des fois, aller poser des questions, ben, déjà, vous allez... La personne risque de se braquer, la personne risque d'être sur la défensive, mais si vous apportez votre aide d'une manière différente, donc de l'offrir de l'aide, d'être juste de lui dire si tu as besoin de moi, je suis là pour les enfants, donc de lui suggérer, parce que peut-être qu'en lui disant si tu as besoin de moi, appelle-moi, mais peut-être que la personne ne va pas vous appeler, donc peut-être lui dire est-ce que tu as besoin que je garde les enfants ou de simplement d'apporter la nourriture que de lui demander, mais ça peut aider aussi. Donc, ouais, y aller avec selon ce que vous observez chez la personne ou juste de proposer puis de voir si la personne accepte ou non.
Attends, peut-être revenir à l'autre. Ouais. Peut-être on va vous demander, est-ce que vous avez d'autres pistes d'intervention ou est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des réactions, commentaires pour les pistes d'intervention? Oui, Françoise. Dans le contexte africain, en général, comme disait quelqu'un tout à l'heure, on n'a pas nécessairement des psys qu'on peut aller voir ou des choses comme ça, parce que malheureusement, dans nos contextes, on estime qu'un psy, c'est pour les fous. Donc, bon, ça fait qu'on ne va pas nécessairement aller les voir, mais il y en a. Il y en a dans nos pays, même si on ne les consulte pas nécessairement pour des problèmes de séparation. Je pense qu'avoir des gens à qui on peut parler, des gens à qui on a en qui on a confiance, des gens qui, effectivement, banniront le jugement. Ouais. Parce que, malheureusement, chez nous, les gens ont tendance à penser qu'ils doivent intervenir, qu'ils doivent nécessairement faire quelque chose ou dire quelque chose, alors que la personne a parfois juste besoin de ventiler, d'être entendue, d'être écoutée. Et effectivement, chez nous, c'est facile. Quelqu'un a besoin de nourriture. Quand il y a des difficultés dans des maisons, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on amène de la nourriture. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui est facile à faire. Préparer de la nourriture parce que ça donne du répit à la personne de ne pas penser, oh, ouais, il y a les enfants, il faut qu'ils mangent, il faut que je mange. Juste être avec la personne. Juste être avec la personne. Parfois, on n'a besoin de rien dire. Juste que la personne sache que si jamais j'ai besoin ou j'estime que je veux que cette personne dise quelque chose ou m'encourage, savoir que la personne est là. Tout simplement, ça peut aussi être une bonne aide. Oui. J'approuve ce que vous dites, oui, clairement. Merci beaucoup, Françoise. Donc, de ne pas aller chercher plus loin, de juste montrer sa présence, d'apporter. Juste la nourriture peut faire une grande différence, comme vous avez dit. Le fait d'apporter la nourriture, ça amène la personne à penser peut-être à régler justement le processus de séparation et de ne pas penser à la nourriture, de ne pas penser aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger. Donc, des simples gestes peuvent faire vraiment toute la différence. Ouais. OK, on peut passer à l'autre. Donc, on est déjà rendu à la fin. Au niveau des ressources qu'on aimerait quand même vous proposer, c'est la ressource de la prévention du suicide parce qu'on sait que la séparation, comme vous l'avez constaté, ça peut ça peut vous amener à vivre toutes sortes d'émotions, ça implique plusieurs facteurs qu'on a nommés précédemment, ça implique tellement d'éléments que ça peut être normal de vivre tellement que des fois, avec tout ce qu'on vit, on pense à aller vers quelque chose de plus négatif. Mais avant de se rendre jusqu'à ce niveau-là, c'est d'aller vers ces services-là. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être difficile d'aller se confier à des inconnus, culturellement parlant, c'est pas quelque chose qui est accepté, acceptable, mais ces gens-là, eux, quand vous allez les appeler, ils ne vont pas savoir c'est qui, ils ne vont pas vous demander votre nom, ils vont juste vouloir vous aider, vous écouter si vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous écoute. Donc, puis ces gens-là sont formés pour ça. Ou sinon, pour la violence conjugale aussi, si vous éprouvez des difficultés au niveau de votre relation, si vous êtes témoin de trucs puis vous avez besoin d'en parler, ces gens-là sont présents, puis c'est confidentiel. Donc, vous parlez à la personne ne vous demande pas votre nom, votre âge ou quoi que ce soit. Vous parlez justement de ce que vous ressentez. Ces ressources-là sont vraiment pour vous parce que on trouve que mais c'est ça, c'est vraiment pour vous. Puis on souhaite vraiment que si vous vous sentez pris dans des émotions, dans des situations difficiles, que vous faites appel à ces ressources, que vous allez voir aussi BAI, qui est votre organisme, parce que ces gens-là aussi sont là aussi pour vous écouter si vous traversez des moments difficiles. Donc, voilà. Et on aimerait terminer avec la conclusion. Donc, pour vrai, merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Puis merci vraiment pour votre participation et votre témoignage. Pour vrai, moi, vous entendre, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Puis j'ai vraiment aimé les éléments que vous avez apportés. C'était très enrichissant pour nous. Puis j'espère que ça a été enrichissant pour vous, parents.
c'est sûr que là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de parents qui se sont rajoutés. Peut-être que vous vous dites, oh non, j'ai manqué l'atelier, comment je vais faire? Mais nous, on a pensé à l'enregistrer. Donc, c'est sûr que les gens qui ont parlé, on va entendre votre voix. Donc, si finalement, vous ne voulez pas qu'on vous entende ou quoi que ce soit, le mentionner à Dominique. Nous, on va pouvoir barrer votre nom pour pas qu'on vous reconnaisse ou quoi que ce soit. Mais merci beaucoup. Puis avant de terminer, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui veulent dire des commentaires ou des questions. On pourrait terminer là-dessus. Puis pour les autres, mais merci. Bon, en fait, pour tout le monde, merci beaucoup. Puis peut-être je vais laisser Gabrielle vous laisser quelques mots aussi avant de vous laisser la parole. Oui, merci. Puis merci pour les ajouts aussi au niveau de votre culture. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller à la rencontre de vous tous puis de voir qu'est-ce que ça signifie pour vous, la séparation et demander de l'aide. C'était vraiment, vos commentaires étaient super pertinents. Puis merci à vous d'être là. C'est grâce à vous si on fait ces ateliers-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle. Avant de me laisser la parole, il y a Christian qui avait un peu de difficulté au niveau de sa connexion, nous a écrit. Je tiens quand même à le partager. Je dirais pour la contribution qu'il serait assez nécessaire que beaucoup d'attention soit portée aux enfants. Il est important car quel que soit le cas, cela a une influence et a des répercussions sur leur vie et ainsi de suite, effectivement. Mais également, il faut établir des relations hautement amicales avec des enfants. Certains ne voudrions pas pour un début, mais c'est le prix à payer. Oui, la relation, créer ce lien de confiance-là avec nos enfants, c'est important. Il serait tout aussi nécessaire de marquer de sa présence dans la vie de l'enfant de manière à réduire les risques de traumatisme, oui. Ces influences pourront empêcher l'enfant à se découvrir, définir sa propre identité. Donc, oui, de créer ce lien de confiance-là avec son enfant, de montrer son côté bienveillant avec l'enfant, c'est ça qui va vous permettre de développer cette connexion avec votre enfant, d'amener votre enfant à se sentir bien avec vous pour qu'il puisse sourire. Mais quoique nous, dans les prochains ateliers, on va quand même aborder comment développer une belle relation avec votre enfant, comment tisser un lien de confiance avec vos enfants. Donc, on a beaucoup d'autres sujets qu'on veut aborder avec vous. On espère vraiment vous retrouver en grand nombre. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Si jamais vous voulez nous écrire un commentaire ou nous dire un commentaire à vive voix, on reste là encore quelques secondes ou minutes. Donc, merci beaucoup. C'est la fin de la... Oui, Léonard. Oui, juste mon dernier mot de conclusion, c'est juste pour dire que tout le monde est d'accord pour dire que les intérêts des enfants sont très importants à préserver dans la séparation, dans le divorce. Mais dans les faits, les faits montrent que et les autorités et les parents parfois dévient sur la trajectoire et les intérêts des enfants ne sont pas considérés du tout, même les autorités. Les autorités doivent revoir certaines choses, les parents aussi, parfois par peur, par esprit de vengeance ou de punition, de quoi que ce soit, privent les enfants de leur droit de vivre dignement malgré la situation. Merci. Merci beaucoup, Léonard. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention, de la sensibilisation, de faire des ateliers comme celle-ci. Ça peut ouvrir aussi les yeux aux autres parents. Puis j'imagine que vous allez en parler à d'autres parents. Nous, on souhaite qu'on ait plus de parents, qu'on fasse du bouche à oreille, que ça devienne vraiment quelque chose qu'on puisse partager pour que tout le monde puisse en être conscient et qu'on puisse changer les choses un jour, éventuellement. Je pense que ça fait le tour. Donc, oh non! OK, excusez, j'ai rien dit. J'ai cru que j'avais. OK. Donc, merci beaucoup, tous les parents présents. Ne vous inquiétez pas, ça a été enregistré. Donc, moi, je vais l'envoyer à Dominique et Dominique va pouvoir le rajouter au site de BAI. Donc, il ne sera diffusé juste sur le site de BAI. Donc, pour ceux qui ont manqué, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir revoir l'atelier au complet. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous tous et on se revoit pour bientôt. Donc, restez à l'affût sur le site de BAI pour les prochains ateliers qu'on va donner au cours des prochaines semaines. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.